Avec les mains, Tim et Joe, sans les mains, karaoké, parti pris, mercredi 7 décembre 2022, Gédonès, Benjamin Vincent, la quotidienne iWeek, épisode 295. Bonjour à tous. Moins de 100 000 euros, selon Mark Gurman, ce serait le nouvel objectif d'Apple pour sa première voiture afin de concurrencer Tesla et son Model S. Une Apple Car qui ne serait donc pas un fantasme après tout, mais dont le projet aurait été considérablement révisé à la baisse. Décidément, ça fait beaucoup de conditionnels. Afin de sortir au plus tard en 2026. Fini le rêve d'une voiture sans pédale ni volant qui n'aurait été qu'un habitacle ouvert et qui vous aurait conduit toute seule d'un point A à un point B. Gilles, au mieux, elle devrait prendre le relais sur autoroute. C'est pas très étonnant non plus, vu les reports successifs. C'est vraisemblablement une question de ressources, à la fois en termes de composants et de ressources humaines. Les composants, peut-être pas à maturité. Au départ, un projet trop ambitieux, et puis le Covid est passé par là. Ça retarde la maturation des ressources matérielles. Et puis derrière, il y a la lassitude des ingénieurs qui vont voir ailleurs si l'herbe est plus stimulante intellectuellement. Puis il y a d'autres projets qui sont arrivés aussi, qui étaient un petit peu en concurrence pour les ressources, puisque les très bons ingénieurs sont pas non plus monnaie courante. Et donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont aussi là, et l'échéance est beaucoup plus rapprochée. Or, le temps presse et Tesla est en train de s'installer comme un leader dans le secteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on en croit Mark Gurman, il y aurait une puce spécifique 4 fois plus puissante que le M1 ou le M2. Donc on comprend pourquoi les progrès d'une génération sur l'autre de puces desktop sont un peu moins enthousiasmants qu'on aurait pu l'espérer. Et le calendrier de cette voiture Apple serait le suivant, toujours selon notre confrère de Bloomberg. 2023, finalisation du design, confirmation des caractéristiques en 2024, test en 2025 et lancement en 2026. Le projet initial était prévu avec un prix de vente autour de $120 000. Tim Cook et Joe Biden, ils étaient ensemble hier à Phoenix, on vous l'avait annoncé la semaine dernière, pour parler des 30%. Alors non Gilles, calme-toi et ne commence pas à monter dans les tours. Il ne s'agit pas, une fois de plus, de la commission prélevée par Apple sur son App Store, qui est très régulièrement contestée par ses concurrents. 30%, ici, c'est la part qui devrait revenir à Apple dans la production de la deuxième usine que TSMC va construire en Arizona, un investissement de $40 milliards. Gilles, je sais que tu es très préoccupé par la dépendance d'Apple vis-à-vis de la Chine pour sa fabrication de tout ce qui est composant, mais est-ce que cette bonne nouvelle, objectivement, est vraiment sans arrière-pensée ? Poser la question, c'est déjà y répondre. Alors effectivement, il y avait une dépendance préoccupante d'Apple vis-à-vis de la chaîne de fabrication en Chine, et ils ont pris la mesure depuis plusieurs trimestres, et ça s'est accéléré depuis le Covid. Maintenant, des arrière-pensées, il y en a, et je pense des deux côtés. Je pense pas que même la date choisie soit vraiment une coïncidence. On votait hier en Géorgie pour l'élection du sénateur, qui était extrêmement importante pour conforter la majorité des démocrates et du président Biden. Et on sait que la relocalisation de la fabrication aux États-Unis était le cheval de bataille des républicains et de la majorité précédente. Et vraisemblablement, c'était question sinon de peser sur l'élection, au moins de mettre une pierre dans le jardin du grand vieux parti, comme ils disent. Et pour Apple, les nuages réglementaires et anticoncurrentiels s'accumulent, et il faut aussi donner des gages, pouvoir argumenter aux États-Unis cette fois-ci, ce que Apple fait très bien en Europe, en disant on représente tant d'emplois directs et tant d'emplois indirects, nous faisons vivre tant de familles, etc. Donc, laissez pas fichez-nous tranquilles, mais soyez un peu indulgents avec nous.
Et un nouveau brevet pour Apple. Il pourrait concerner directement une future Apple Watch en multipliant les commandes qui ne nécessitent ni la voix, ni aucun appui avec les doigts, mais un simple mouvement du bras ou du poignet comme celui qui permet, depuis 2018 avec watchOS 5, d'attirer l'attention de Siri en rapprochant simplement son poignet de sa bouche. Visiblement, Apple a d'autres idées du même genre, Gilles, notamment en s'appuyant sur la rotation du poignet. Alors, je vais te décevoir, j'y crois moyennement. Alors, typiquement, ça pourrait être une fonction d'accessibilité du type, historiquement, on donne toujours cet exemple, la télécommande à infrarouge, au départ, était une adaptation en direction des personnes qui souffraient de handicap moteur et qui a été élargie à l'ensemble de la population qui effectivement... n'arrive pas souvent à se lever du canapé. Mais dans ce cas-là précis, pour la population générale, des fonctions de facilitation, de changement, d'ergonomie pour l'Apple Watch, c'est en direction du conducteur typiquement. C'est pour pouvoir répondre à un message urgent sans utiliser le téléphone ou libérer une deuxième main. Là, ce sont des séquences assez complexes à enchaîner pour avoir tel ou tel résultat sur l'interface et qui en plus demanderait une coordination au niveau gestuel et au niveau visuel, utiliser le gyroscope pour pouvoir mettre l'interface dans telle ou telle partie de l'écran. À mon sens, c'est typiquement un brevet pour amuser la galerie, pour induire les concurrents éventuellement dans une direction erronée, mais ça montre également que chez Apple, on est en train de réfléchir à une amélioration de l'interface utilisateur de l'Apple Watch et sortir un peu de ce geste très fin qui est celui de manipuler la couronne ou de passer simplement par une interaction manuelle avec l'écran, sachant que, encore une fois, il y a une voiture dans les tuyaux et que ça peut être une source de distraction et de problèmes au volant. Une nouvelle fonction beaucoup plus sympa que SharePlay, même si SharePlay peut avoir un intérêt, elle s'appelle Sing, et Gilles, elle se greffera sur Apple Music d'ici peu. Oui, c'est annoncé pour décembre, la fin du mois. On va voir si Apple tient les délais et ça sera dispo sur l'Apple TV de dernière génération et puis l'iPhone. Alors il s'agit de mettre en arrière un petit peu comme pour la photo, on supprime l'arrière-plan ou on prend l'avant-plan et on en fait ce qu'on veut. Là, c'est les voix des chanteurs ou des chœurs qui sont mises à l'arrière-plan et vous pouvez prendre la place en chantant soit tout seul ou à deux la première voix et puis les chœurs ou l'accompagnement. Perso, je suis pas très fan de ce genre d'exercice. Par contre, s'il pouvait y avoir une adaptation de ce genre de truc pour tel ou tel instrument dans GarageBand, ça aiderait les kids à faire des progrès dans leur chambre avec tel ou tel instrument, la guitare, la batterie, le ukulélé, je ne sais pas quoi. On renouerait avec le GarageBand des débuts et le focus sur les musiciens qui était si enthousiasmant. Et puis, c'est la plus importante évolution en coulisses pour la tarification sur l'App Store. Vous savez que les éditeurs choisissent le prix auquel ils vendent leur app parmi tout un éventail de tarifs disponibles. L'App Store passe de 100 à 900 paliers, du plus bas, 29 cents, au plus haut, $10 000, mais les 100 paliers les plus chers ne seront accessibles que sur demande, et donc en clair, Apple ne laissera pas à n'importe qui afficher une app à un prix farfelu. Concrètement, jusqu'à $10, tous les intervalles existeront désormais avec 10 cents d'écart. De 10 à $50, idem avec 50 cents d'écart et ainsi de suite. Une manière, Gilles, de proposer plus de liberté et d'augmenter aussi la valeur ajoutée de l'App Store en contrepartie des fameux 30% de commission. Oui, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup d'applications à $10 000 et si Apple lorgne vers ces 30%. C'est aussi une façon de
de moduler, tu l'as dit, la tarification des différentes applications, de jouer avec l'inflation, avec les taux de change, etc. C'est plutôt pas mal vu, je trouve. Ça m'étonnerait, encore une fois, qu'il y ait beaucoup d'applications, mettons, professionnelles, hein, à part peut-être sur l'iPad. Il faut leur voir à l'usage encore. Hein. C'est le marché qui décide, comme disaient les marketeurs. En tout cas, ça ajoute une finesse, y compris dans la gestion région par région dans le monde entier, qui justifie en partie la commission d'Apple. Oui, d'autant que tout ce qui est frais annexes est avancé par Apple. C'est ça qui est intéressant dans cette commission. Les loyers divers et variés sont éventuellement facturés dans d'autres types de modèles économiques. Là, les développeurs ont entièrement la main sur le tableau de commande. Tu as bien fait de le souligner, oui. La quotidienne iWeek. On revient demain.